Imaginez un village médiéval par un soir d'hiver du XIIIe siècle. De la fumée s'élève de huttes rudimentaires dispersées dans le paysage gelé, leurs toits de chaume lourds de neige. À l'intérieur de ces simples habitations, des familles entières se blottissent dans des maisons d'une seule pièce au sol en terre battue, leur unique source de chaleur étant un foyer enfumé au centre. Dehors, les températures chutent bien en dessous de zéro, et le vent s'engouffre dans les interstices des murs. Pour un regard moderne, habitué au chauffage central et aux maisons isolées, ces conditions semblent absolument impossibles pour survivre. Comment quiconque pouvait-il endurer des mois de froid glacial dans ce qui semble être à peine plus que des bicoques élaborées? Dans cette exploration, vous découvrirez les stratégies de survie sophistiquées qui ont permis aux familles médiévales non seulement de supporter l'hiver, mais de maintenir des communautés florissantes pendant des mois de froid brutal. Nous révélerons les ingénieuses techniques de construction qui transformaient des matériaux simples en une isolation étonnamment efficace. Nous découvrirons des sources de chaleur qui pourraient choquer les sensibilités modernes. Nous examinerons les méthodes de conservation qui garantissaient des réserves de nourriture quand rien de frais ne pouvait pousser. Et nous explorerons les liens communautaires qui rendaient la survie possible. Vous apprendrez comment les gens du Moyen Âge travaillaient avec des principes naturels que nous avons largement oubliés, en créant des maisons partiellement souterraines pour exploiter la température constante de la terre, en partageant la chaleur corporelle avec le bétail de manière qui paraissent étranges, mais se sont avérées remarquablement efficaces, et en développant des structures sociales qui ont transformé l'hiver d'une condamnation à mort en une opportunité de renforcement de la communauté. La question centrale est faussement simple. Comment les familles médiévales ont-elles non seulement survécu, mais maintenu des sociétés fonctionnelles pendant des hivers qui tueraient, en quelques jours, des personnes modernes non préparées? La survie hivernale au Moyen Âge représente l'un des exemples les plus fascinants de l'histoire de l'adaptabilité humaine sous une pression extrême. Il ne s'agissait pas de peuples primitifs grelottant misérablement pendant les mois sombres, espérant que le printemps arriverait avant qu'ils ne meurent de faim ou de froid. C'étaient plutôt des solutionneurs de problèmes ingénieux qui ont développé des approches à multiples facettes, intégrant l'architecture, l'agriculture, l'organisation sociale et les savoirs traditionnels dans des systèmes de survie complets. Des matériaux soigneusement choisis qui formaient leurs murs, au calendrier de leurs abattages d'automne, de l'emplacement stratégique de leurs maisons au festival communautaire qui maintenait le moral, chaque élément servait un but dans l'équilibre délicat entre la survie et la catastrophe. Avant de pouvoir apprécier le génie des stratégies de survie médiévales, nous devons comprendre l'environnement brutal auquel ils étaient confrontés. Durant le Moyen Âge central, approximativement de 900 à 1300, une grande partie de l'Europe a bénéficié de ce que les chercheurs appellent l'optimum climatique médiéval. Un optimum climatique avec des hivers relativement doux qui a permis l'expansion agricole et la croissance démographique. Des vignobles prospéraient en Angleterre, le Groenland a gagné son nom optimiste et la prospérité a financé la construction de cathédrales. Mais vers le début du XIVe siècle, tout a changé. Le climat a entamé un virage spectaculaire vers le froid que les historiens appellent le petit âge glaciaire, qui a duré jusqu'au XIXe siècle. En Europe spécifiquement, les températures ont chuté d'1,5 degré Celsius par rapport à l'optimum climatique médiéval, certaines régions connaissant des pics atteignant 2 degrés de moins pendant les périodes les plus froides, alors que la moyenne globale de l'hémisphère nord a diminué d'environ 0,6 degrés Celsius, l'Europe a subi le plus gros du refroidissement. Ces changements apparemment mineurs ont eu des conséquences catastrophiques. Les saisons de croissance se sont contractées de plusieurs semaines cruciales, et les terres marginales sont devenues agricoles non viables. La tendance au refroidissement s'est déplacée du nord-ouest vers le sud-est. Les Vikings l'ont subi en premier, les îles britanniques à partir des années 1290 et la Méditerranée après 1320. Considérez l'hiver de 1363 à 1364, qui a laissé des témoignages vivaces dans les chroniques contemporaines. Le puissant Rhin a gelé complètement pendant 70 jours consécutifs près de Mayence. À Cologne, les marchands tenaient des marchés directement sur le fleuve gelé. La mer Baltique a entièrement gelé, et la plupart des fleuves européens sont devenus des autoroutes de glace, où les gens traversaient à pied des eaux, qui nécessitaient normalement des traversées en ferry. Peut-être qu'aucun événement n'illustre mieux les conséquences mortelles que la grande famine de 1315 à 1317.
Une combinaison de conditions météorologiques sévères, de mauvaises récoltes et de maladies du bétail a tué environ 10% de la population européenne en 3 ans. Les chroniques contemporaines décrivent des scènes horribles, des gens désespérés mangeant des chiens, des chats et même des rumeurs de cannibalisme dans les régions les plus touchées. L'hiver durant le petit âge glaciaire était un siège de plusieurs mois où l'ennemi était le froid, la faim, la maladie et l'obscurité. Ceux qui ne se préparaient pas adéquatement mouraient tout simplement, leur corps gelé étant découvert à l'arrivée du printemps. Les familles médiévales n'ont pas développé leur stratégie de survie comme de pittoresques traditions. Elles les ont créées comme des nécessités de vie ou de mort, affinées par des générations d'essais, d'erreurs et de sagesse accumulée. Bientôt, nous révélerons comment les familles médiévales concevaient leur propre maison comme première ligne de défense contre cet environnement brutal. La maison paysanne médiévale peut paraître rudimentaire aux yeux modernes, mais l'examen de sa construction révèle une compréhension sophistiquée des principes thermiques. La base de la plupart des maisons paysannes médiévales était le torchis, une technique de construction au pédigré étonnamment long. Des preuves archéologiques la font remonter à plus de 6000 ans, et elle est restée courante tout au long de la période médiévale, et même jusqu'au XXe siècle dans certaines régions. Le génie réside dans son élégante simplicité alliée à une efficacité remarquable. Ce qui semble rudimentaire aux yeux modernes représente en réalité une compréhension sophistiquée des matériaux et de la dynamique thermique. L'élément de clayonnage se composait d'un treillis tressé de lattes de bois, généralement des branches de noisetier ou de saule, choisies spécifiquement pour leur flexibilité. Les constructeurs enfonçaient des pieux verticaux dans le sol à intervalles réguliers, puis tissaient des branches plus minces horizontalement entre eux, créant une structure murale en vannerie serrée. Le tissage exigeait de l'habileté, trop lâche, et le torchis ne tiendrait pas correctement, trop serré, et la structure devenait cassante. Cette vannerie ne nécessitait aucun outil coûteux, aucun matériau rare importé de terres lointaines, juste un travail patient et un accès à la forêt, des ressources que même les paysans pauvres pouvaient généralement se procurer. L'élément de torchis révèle l'ingéniosité médiévale à son apogée et pourrait choquer les sensibilités modernes. Ce mélange humide combinait de la terre, de l'argile, du sable et de la paille, dans des proportions qui variaient selon les conditions du sol local et les matériaux disponibles. Mais l'ingrédient secret qui le faisait fonctionner était le fumier animal, en particulier celui des vaches ou des chevaux. Avant de reculer de dégoût, comprenez la science. Le fumier animal contient des matières fibreuses qui renforcent le mélange comme l'armature renforce le béton, ainsi que des liants naturels issus des processus digestifs qui aident le mélange à adhérer. Les constructeurs médiévaux appliquaient ce mélange en ce qu'ils appelaient des chats, des boules de torchis humides et maniables, qu'ils pressaient simultanément des deux côtés de la structure de clayonnage, assurant une couverture complète et une forte liaison. Pourquoi cela fonctionnait-il ? La structure microscopique créait d'innombrables minuscules poches d'air dans tout le mur. L'air est un excellent isolant lorsqu'il est piégé dans de petits espaces. Le même principe que celui de la mousse isolante moderne. Le clayonnage tressé créait des vides naturels, et le torchis maintenait des poches d'air même en durcissant. L'épaisseur du mur, généralement de 6 à 8 pouces, fournissait une masse thermique importante qui absorbait la chaleur pendant la journée et la libérait lentement la nuit. Correctement entretenues, ces structures pouvaient durer des siècles. Des maisons en torchis, ayant survécu 700 ans, fournissent encore un abri aujourd'hui. La charpente prenait souvent la forme d'une charpente à crocs, le type de logement paysan le plus courant dans l'Angleterre médiévale. Les maisons à crocs tiraient leur nom de leurs poutres en bois courbes distinctives, les crocs, qui s'élevaient du sol en un arc gracieux pour soutenir le toit, ressemblant quelque peu à un bréchet ou à la coque d'un navire retourné. Ces crocs provenaient de chênes naturellement courbés, sélectionnés spécifiquement pour leur forme lors des récoltes forestières. C'était crucial sur le plan économique. Les familles paysannes ne pouvaient pas se permettre la dépense d'une charpenterie élaborée pour créer des assemblages complexes et des charpentes en bois droit, comme celles utilisées dans les bâtiments plus grands. En utilisant des arbres naturellement courbés, ils minimisaient le travail du bois requis tout en créant des structures assez solides pour supporter de lourds toits de chaume chargés de neige hivernale. Ces maisons étaient généralement petites, souvent une seule pièce servant simultanément de cuisine, d'atelier et de chambre pour toute la famille. L'intimité, telle que nous la comprenons, n'existait tout simplement pas. Le sol était généralement en terre battue,
parfois recouverts de joncs ou de paille, qui offraient un amorti et une isolation minime contre le sol froid en dessous. Pourtant, certains constructeurs allaient plus loin, employant une technique qui démontre une compréhension remarquable des principes thermiques naturels. Les fouilles archéologiques révèlent un fait surprenant. De nombreuses maisons paysannes du nord de l'Europe étaient partiellement enterrées. Les constructeurs creusaient à 2 ou 3 pieds de profondeur avant de commencer la construction. Sous la ligne de gel, la Terre maintient une température remarquablement stable toute l'année, environ 50 à 55 degrés Fahrenheit. Cela ne semble pas chaud, mais c'est bien plus modéré que les températures de l'air qui peuvent osciller de sous zéro à au-dessus de zéro. Le sol agissait comme une masse thermique, absorbant la chaleur du feu et la libérant lentement tout au long de la nuit froide. La technologie de la toiture mérite une attention égale. Les constructeurs médiévaux choisissaient massivement le chaume, des couches de paille séchée, de roseaux ou de joncs soigneusement bottelés et fixés. La paille et les roseaux sont creux, chaque tige individuelle contient des espaces d'air. Lorsqu'elles sont superposées en un chaume de plusieurs pouces d'épaisseur, elles créent une couverture isolante qui rivalise avec les matériaux modernes. Certains constructeurs ajoutaient une dernière couche de tourbe avec les racines d'herbe encore attachées, ajoutant encore une autre couche isolante. Un toit de chaume bien fait pouvait durer de 20 à 30 ans, et sa valeur isolante faisait la différence entre des températures intérieures survivables et mortelles. Les constructeurs médiévaux scellaient obsessionnellement chaque fissure et crevasse. Le même mélange de torchis était utilisé pour boucher les interstices entre les poutres. Des mélanges de boue, de paille et de fumier animal étaient fourrés dans chaque espace où l'air froid pourrait s'infiltrer. Certains développèrent des murs creux, essentiellement des murs doubles avec un espace d'air entre eux, le même principe que celui des murs isolés modernes. Les paysans plus riches pouvaient suspendre de lourdes tapisseries textiles sur les murs intérieurs pour créer une autre couche d'air immobile. Une dernière innovation architecturale défie les suppositions modernes, la maison longue ou la maison étable. Apparaissant principalement à partir du XIIIe siècle, ces structures avaient un plan distinctif où le bâtiment était divisé en 2 sections partageant le même toit. L'extrémité inférieure abritait le bétail et parfois d'autres animaux de ferme, tandis que l'extrémité supérieure servait de logement humain, avec un accès direct entre les 2 sections. Pourquoi cet arrangement apparemment étrange ? Les animaux sont des fournaises, générant constamment de la chaleur corporelle par leur métabolisme. Une vache produit à peu près la même chaleur qu'un petit radiateur d'appoint fonctionnant en continu. En logeant les animaux directement à côté des espaces de vie humains, ou par grand froid, en les faisant entrer complètement à l'intérieur, les familles médiévales ajoutaient une énergie thermique significative à leur maison. Cela nécessitait de tolérer les odeurs, les bruits et le désordre du bétail à proximité. Mais pour les familles confrontées à un froid mortel, c'était un compromis facile. Toutes ces techniques représentaient une approche architecturale globale de la survie. Les constructeurs médiévaux comprenaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur un combustible abondant ou une technologie de chauffage sophistiquée. Au lieu de cela, ils se concentraient sur la réduction des pertes de chaleur par tous les moyens disponibles, ce qui nous amène naturellement à la manière dont les familles généraient de la chaleur à l'intérieur de ces abris soigneusement construits. Au cœur de chaque maison paysanne médiévale se tenait le foyer central, un âtre bordé de pierre positionné au milieu de la pièce unique. Ce n'était pas une cheminée telle que nous la reconnaîtrions, mais essentiellement un feu de camp contrôlé à l'intérieur, contenu dans un cercle de pierre. La fumée montait naturellement, s'échappant par un simple trou dans le toit juste au-dessus. Par temps calme, cela fonctionnait raisonnablement bien. Par temps venteux, la fumée remplissait l'espace de vie. Le foyer central faisait face à une limitation fondamentale que les familles médiévales comprenaient trop bien. Il était remarquablement inefficace. La grande majorité de la chaleur générée par le feu s'échappait avec la fumée par le trou du toit ou rayonnait vers l'extérieur, où une grande partie réchauffait les murs plutôt que l'espace de vie. Des études modernes sur des conceptions de foyers ouverts similaires confirment cette inefficacité extrême, avec seulement une petite fraction de la chaleur du feu réchauffant réellement la famille. Pourtant, malgré cette limitation, le foyer central est resté la norme tout au long de la période médiévale pour les maisons paysannes. Pourquoi ? Parce que les alternatives étaient si coûteuses. Des cheminées appropriées avec des conduits nécessitaient une maçonnerie qualifiée, des pierres ou des briques coûteuses et des connaissances architecturales dépassant celles de la plupart des constructeurs paysans.
Le foyer central pouvait être construit par quiconque savait empiler des pierres en cercle. Le feu fournissait plus que de la chaleur, aussi cruciale fût-elle. Il servait de surface de cuisson, de source de lumière pendant les sombres soirées d'hiver et de réconfort psychologique. Les flammes dansantes créaient un point de convergence qui rassemblait les membres de la famille, un lieu de réunion où les parents racontaient des histoires, les enfants apprenaient des compétences et les événements de la journée étaient discutés. Malgré la fumée, malgré l'inefficacité, malgré les problèmes respiratoires qu'il causait, le foyer central restait essentiel à la vie domestique médiévale. Mais qu'est-ce qui alimentait ces feux? La réponse variait considérablement selon la région, révélant comment les gens du Moyen Âge s'adaptaient aux ressources locales avec une flexibilité impressionnante. Dans une grande partie de l'Europe, le bois de chauffage servait de source d'énergie thermique dominante, recueillie dans un effort annuel qui impliquait chaque membre de la famille. Les chartes forestières, des documents juridiques accordant des droits d'usage, donnaient aux hommes libres des privilèges spécifiques, y compris la fouage, le droit de ramasser du bois de chauffage. Il est important de noter que ces droits s'appliquaient aux hommes libres, pas aux serfs ou aux vilains qui constituaient une grande partie de la population paysanne. Les enfants des familles libres, dès l'âge de 4 ou 5 ans, ramassèrent des brindilles et de petites branches tombées, apprenant dès leur plus jeune âge que la survie hivernale dépendait de la préparation estivale. Les enfants plus âgés et les adultes passaient un temps considérable pendant la saison de croissance à couper et à ramasser du bois, une tâche qui pouvait ne pas inclure le fendage avant l'hiver, lorsque le bois était nécessaire et que le travail à l'intérieur était bienvenu. Le travail était considérable. Un seul ménage paysan pouvait nécessiter plusieurs cordes de bois pour survivre à l'hiver, une corde étant une pile de 4 pieds de haut, 4 pieds de large et 8 pieds de long. Ramasser, couper, transporter et stocker autant de bois représentait des centaines d'heures de travail réparties sur l'année. Les paysans ayant accès aux forêts considéraient cela comme un travail normal et inévitable, aussi routinier que la plantation et la récolte. Le travail physique les réchauffait pendant la collecte. Les gens du Moyen Âge comprenaient la vérité sardonique selon laquelle le bois vous réchauffe 2 fois, une fois en le coupant et une autre en le brûlant. Pourtant, dans les régions où les arbres étaient rares, Irlande, Finlande, Russie, Écosse, nord de l'Angleterre et Pays-Bas, les gens se tournaient vers la tourbe. La tourbe se forme dans les zones humides, où la matière organique ne peut pas se décomposer complètement en raison des conditions gorgées d'eau. Au fil des siècles, ce matériau se comprime en une substance dense qui brûle facilement une fois séchée. La densité énergétique de la tourbe correctement séchée, 15 à 17 mégajoules par kilogramme, est remarquablement comparable à celle du bois séché. Les Pays-Bas et la Flandre ont été les pionniers de l'extraction de tourbe à grande échelle, à partir des années 1100 et 1200. Dans les régions où la tourbe et le bois étaient tous deux disponibles, les gens préféraient généralement la tourbe. Elle nécessitait moins de travail à récolter. La tourbe avait cependant des inconvénients, produisant beaucoup plus de pollution intérieure que le bois. Pourtant, pour les familles confrontées au choix entre la fumée de tourbe et le gel, ce n'était pas un choix du tout. Mais les familles bimédiévales ne comptaient pas uniquement sur le feu. Considérez les pierres et briques chauffées, une technologie si simple mais remarquablement efficace. Tout au long de la journée, les membres de la famille placèrent des pierres lisses directement dans la partie la plus chaude du feu. Le soir venu, ces pierres avaient absorbé une énorme énergie thermique. Enveloppées dans du tissu, ces pierres chauffées étaient transportées vers les zones de couchage, réchauffant les draps et fournissant des heures de chaleur douce, alors qu'elles libéraient lentement leur énergie thermique stockée. Pourtant, la source de chaleur la plus surprenante, celle qui semble presque incroyable pour les citadins modernes, était le bétail. La pratique de faire entrer les animaux à l'intérieur pendant les nuits d'hiver les plus froides ou de les loger directement à côté des espaces de vie humains était répandue, pratique et remarquablement efficace. La base scientifique est simple. Les animaux sont des fournaises métaboliques, brûlant constamment des calories pour maintenir leur température corporelle et générant une chaleur résiduelle substantielle dans le processus. Une seule vache produit environ 3000 BTU par heure, comparable à un petit radiateur d'appoint fonctionnant en continu. Les porcs génèrent une chaleur importante, et même les poulets, malgré leur taille, contribuent à une énergie thermique mesurable lorsqu'ils sont gardés en nombre suffisant. Les preuves architecturales que nous avons examinées plus tôt, les maisons longues et les maisons étables avec un logement intégré pour les animaux, reflètent l'importance de cette pratique.
Au plus profond de l'hiver, certaines familles allaient un plus loin, amenant des animaux de valeur comme les vaches laitières ou le bétail reproducteur directement dans l'espace de vie humain pendant la nuit. Oui, cela signifiait partager votre espace de vie avec une vache. Oui, l'odeur était âcre. Oui, la vache pouvait renverser des choses ou déféquer sur votre sol. Mais la vache augmentait également la température intérieure de 10 à 15 degrés, transformant un environnement froid et mortel en un environnement survivable. Pour les paysans médiévaux faisant ce calcul, le choix était évident. Des documents historiques et des preuves archéologiques de plusieurs sites confirment que cette pratique n'était ni rare ni désespérée. Elle était standard dans tout le nord de l'Europe pendant les mois les plus froids. Les porcs, avec leur régime omnivore et leur constitution robuste, étaient souvent logés près des quartiers humains ou même à l'intérieur. Les poulets se perchaient régulièrement dans les maisons, fournissant non seulement des œufs et éventuellement de la viande, mais aussi leur petite contribution de chaleur corporelle. L'horreur moderne à l'idée de partager son espace de vie avec des animaux de basse-cour reflète notre luxe de disposer de méthodes de chauffage alternatives. Les familles médiévales n'avaient pas ce luxe, et elles s'adaptaient en conséquence. La source de chaleur ultime était la chaleur corporelle humaine elle-même, exploitée grâce à des dispositions de couchage communes. Des familles entières s'entassaient sur une seule surface de couchage, souvent avec des invités supplémentaires, des serviteurs ou des étrangers. Une famille paysanne typique de 6 à 8 personnes pouvait dormir sur un seul grand matelas, les corps pressés les uns contre les autres, souvent entièrement vêtus de vêtements en laine. La chaleur générée par 6 corps humains, chacun produisant environ 300 BTU par heure, s'élevait à près de 2000 BTU dans un petit espace clos. Les gens du Moyen Âge dormaient avec des bonnets de nuit, qui servaient le but pratique de réduire la perte de chaleur par la tête. Ce couchage commun n'était pas principalement une question de lien social. C'était une stratégie de survie aussi calculée et nécessaire que de conserver le feu la nuit. L'intimité était sacrifiée à la survie. Un compromis que les gens du Moyen Âge faisaient, parce qu'ils n'avaient jamais rien connu d'autre. Le génie des stratégies de chauffage médiévales résidait dans leur multiplicité et leur intégration. Aucune méthode unique ne fournissait une chaleur adéquate, mais combinées ensemble, un feu maintenant une température de base, le bétail ajoutant une chaleur continue, les humains partageant la chaleur corporelle la nuit, les pierres chauffées réchauffant les lits, et des bâtiments soigneusement construits retenant chaque degré possible. Ces stratégies créaient un système thermique complet qui fonctionnait. Ce qui mène naturellement à un autre défi de survie crucial, maintenir une nutrition adéquate pendant les mois où rien ne poussait. L'automne dans les villages médiévaux apportait une activité prévisible qui unissait les communautés dans un travail crucial, l'abattage saisonnier du bétail. Ce n'était pas une décision désinvolte, mais une nécessité économique imposée par de simples mathématiques. Garder les animaux en vie pendant l'hiver nécessitait de les nourrir pendant les mois où rien ne poussait. Chaque vache, porc ou mouton consommait un fourrage précieux, foin, céréales et racines, qui représentaient le travail estival et les ressources agricoles. Les animaux ne produisant pas activement de valeur par le lait, la reproduction ou le travail essentiel, ne justifiaient pas le coût de leur alimentation. Le calcul était dur mais inévitable. Abattre les animaux en automne lorsqu'ils s'étaient engraissés avec l'herbe d'été et les glands d'automne, conserver la viande et éliminer les bouches en compétition pour les rares réserves hivernales. L'abattage du cochon en décembre devint un événement communautaire villageois, particulièrement important car les porcs étaient les animaux à viande les plus précieux dans l'Angleterre médiévale et le nord de l'Europe. Les porcs convertissaient efficacement la nourriture en viande, pouvaient se nourrir de manière indépendante pendant l'été et l'automne, et engraissaient rapidement avec la récolte de glands d'automne avant le gel mortel. Quand le moment de l'abattage arrivait, toute la communauté participait à un effort synchronisé. Le sang était immédiatement recueilli pour le boudin noir, un aliment de base pour les paysans les plus pauvres. Les intestins étaient méticuleusement nettoyés pour servir de boyaux à saucisses. La découpe elle-même exigeait de l'habileté, des coupes spécifiques pour différentes méthodes de conservation, une manipulation soigneuse pour éviter la détérioration et la division de la viande en portions de taille appropriée pour diverses techniques de stockage. La principale méthode de conservation était le salage. Le pouvoir conservateur du sel repose sur une chimie simple mais efficace. Il élimine l'humidité des tissus par osmose tout en créant un environnement hostile aux bactéries. Les famillons médiévales employaient deux approches principales.
Le salage à sec consistait à frotter du sel directement sur les surfaces de la viande, puis à superposer la viande avec plus de sel dans des barils ou des récipients en argile. Des applications répétées sur plusieurs jours créaient une viande considérablement déshydratée, capable de survivre des mois sans réfrigération. Le saumurage utilisait une approche différente. De grands barils étaient remplis de solutions salines fortes. Des morceaux de viande étaient complètement immergés dans cette saumure, où ils restaient pendant des semaines ou des mois. Le poisson était majoritairement conservé par saumurage, tassé fermement dans des barils avec du sel entre chaque couche. Le sel lui-même représentait une dépense importante pour les familles paysannes. À certaines périodes, le sel était suffisamment précieux pour que les gouvernements l'imposent lourdement. Le tristement célèbre impôt sur le sel de la gabelle en France était si détesté qu'il a contribué au sentiment révolutionnaire des siècles plus tard. Certaines régions produisaient du sel par évaporation de l'eau de mer dans des marais salants côtiers, tandis que d'autres extrayaient du sel gemme ou le raffinaient à partir de sources salines. Pour les familles paysannes de l'intérieur des terres, éloignées des sources de sel, obtenir suffisamment de sel pour la conservation était un défi majeur nécessitant le commerce, le troc ou le paiement en espèces lorsque les pièces étaient rares. La valeur accordée au sel reflétait sa nécessité absolue. Sans lui, la conservation de la viande était presque impossible et la famine hivernale devenait bien plus probable. Le fumage offrait une autre dimension de conservation, souvent combinée au salage. La viande ou le poisson recevait d'abord un salage préliminaire, puis était suspendu au-dessus de feu pendant des jours ou des semaines, séchant lentement tout en absorbant la fumée. Le processus remplissait de multiples fonctions. La chaleur accélérait le séchage, éliminant l'humidité dont les bactéries avaient besoin. La fumée déposait des composés à la surface de la viande qui inhibaient activement la croissance bactérienne. Et la transformation de saveurs qui en résultait rendait la viande conservée plus agréable au goût. Dans les régions où la lumière du soleil était insuffisante pour un séchage naturel, la majeure partie du nord de l'Europe en hiver, des structures spécialisées appelées fumoirs étaient construites spécifiquement pour le fumage. Celles-ci ressemblaient à de petits bâtiments avec des grilles au-dessus d'un feu soigneusement géré, produisant plus de fumée que de chaleur. Les fruits, les légumes et les herbes pouvaient également être séchés sur ces feux, préservant l'abondance de l'été pour la consommation hivernale. La conservation au vinaigre offrait une alternative pour les légumes et certains autres aliments. Là où le salage utilisait la pression osmotique du sel, la conservation au vinaigre reposait sur l'acidité du vinaigre pour créer un environnement hostile aux organismes de détérioration. Le vinaigre était produit par une fermentation délibérée de liquides faiblement alcoolisés, essentiellement en laissant de l'âle ou du vin aigrir dans des conditions contrôlées. L'acide acétique résultant pouvait conserver des légumes comme le chou. La production de choucroute suivait des principes similaires. Les oignons et les légumes racines. Les œufs pouvaient être conservés au vinaigre, et certains fruits bénéficiaient de la conservation au vinaigre. La technique nécessitait moins de sel que le salage à sec ou le saumurage, ce qui la rendait économiquement avantageuse dans les régions où le sel était particulièrement cher. Les paysans plus riches et les ménages seigneuriaux employaient du miel ou du sucre pour conserver les fruits. Le miel, avec sa faible teneur en eau et ses propriétés antibactériennes, pouvait conserver les fruits pendant des mois, lorsque le fruit était complètement immergé. La cuisson des fruits avec du miel ou du sucre créait des conserves, des confitures et des gelées qui, scellées dans des bocaux, offraient une douceur bienvenue pendant les mois d'hiver. Ces friandises étaient des luxes que la plupart des paysans pauvres appréciaient rarement. Le miel était précieux et le sucre extraordinairement cher, importé de régions lointaines à des coûts prohibitifs pour le commun des mortels. Mais dans les cuisines seigneuriales et les ménages plus riches, les fruits conservés offraient de la variété dans le régime hivernal monotone. L'emplacement de stockage importait presque autant que la méthode de conservation. La solution la plus courante était les caves souterraines. Sous la ligne de gel, les températures restaient relativement constantes et fraîches, idéales pour ralentir la détérioration sans geler. Même les modestes maisons paysannes avaient souvent de petites caves ou des fosses de stockage creusées sous le sol, ou juste à l'extérieur de l'habitation. Les celliers à légumes devinrent une infrastructure essentielle pour tout ménage médiéval survivant. Les navets, les rutabagas, les oignons, les panais et les carottes pouvaient être stockés en vrac dans des bacs à l'intérieur de ces chambres fraîches.
La clé était de maintenir des températures juste au-dessus de zéro, tout en empêchant les légumes de se dessécher ou de commencer à germer. Le régime hivernal réel était monotone, mais nourrissant. La recherche archéologique par l'analyse des résidus organiques a révélé exactement ce que les familles médiévales mangeaient. Le docteur Julie Dern et le professeur Richard Evershed de l'université de Bristol ont analysé des poteries de West Cotton, dans le Northamptonshire. Par l'extraction chimique de composés alimentaires absorbés dans les céramiques, ils ont confirmé que les potages, des ragoûts épais combinant viande et légumes, constituaient le pilier de l'alimentation. Ces ragoûts incorporaient du bœuf et du mouton lorsque disponibles, ainsi que des légumes comme le chou et les poireaux. Le potage d'hiver en particulier devenait encore plus limité. Les principaux ingrédients étaient les pois secs et l'orge, complétés par de l'avoine et les légumes racines qui restaient en stock. Imaginez manger essentiellement le même repas chaque jour pendant 4 mois. Un ragoût de pois et d'orge, peut-être avec un oignon ou un navet pour varier, occasionnellement enrichi de viande conservée si les réserves le permettaient. Le chaudron en fer suspendu au-dessus du feu central devint le centre de la nutrition médiévale. Les familles préparèrent le potage le matin, le laissant mijoter lentement tout au long de la journée. Au fur et à mesure que les membres de la famille allaient et venaient, ils se servèrent des portions selon leur faim. La cuisson continue aidait à prévenir la détérioration tout en gardant la nourriture prête chaque fois que quelqu'un avait besoin de se nourrir. Un autre aliment de base de l'hiver mérite l'attention, l'âle. L'âle médiéval différait considérablement de la bière moderne. Fait crucial, l'âle médiéval n'était pas bouilli avec du houblon avant la fermentation. Sans houblon, qui agit comme un conservateur naturel, l'âle se gâtait plus rapidement que la bière moderne. L'âle de ménage plus faible pouvait aigrir en quelques jours, bien que cette acidité ne soit pas entièrement malvenue avec modération, aidant à contrebalancer la douceur. Les âles plus fortes avec une teneur en alcool plus élevée, celles brassées avec des densités initiales d'au moins 1,070, pouvaient durer considérablement plus longtemps. L'hiver a vu naître un commerce intéressant de ces âles plus fortes. Des documents historiques révèlent que le commerce de l'ale était spécifiquement un phénomène hivernal, avec des expéditions du 16 décembre au 16 mars. Seules les ailes plus fortes, avec une teneur en alcool plus élevée, justifièrent les coûts de transport et pouvaient survivre au voyage. Avant que le houblon ne révolutionne le brassage, les brasseurs ajoutaient des herbes à gruy, myrte des marais, romarin des marais, achillée millefeuille, aux propriétés conservatrices douces. Le système complet de stockage et de conservation des aliments développé par les familles médiévales révèle une ingéniosité remarquable. Le salage, le fumage, la conservation au vinaigre, le stockage souterrain et la gestion stratégique des animaux ont créé un réseau de techniques qui ont transformé l'abondance de l'été en survie hivernale. Le système fonctionnait comme un tout intégré, chaque élément soutenant les autres. Pourtant, la nourriture et la chaleur seules ne garantissaient pas la survie. Les familles médiévales avaient besoin de vêtements appropriés et d'activités hivernales productives. Sortez d'une maison paysanne médiévale en janvier, et vous rencontreriez une silhouette si emmitouflée dans des couches que les traits individuels disparaissaient presque sous la laine, la fourrure et le tissu. La base des vêtements d'hiver était la couche la plus intérieure, un sous-vêtement en lin ou en chanvre porté directement contre la peau. Le lin absorbait l'humidité de la transpiration bien mieux que la laine. Même en hiver, le travail physique générait de la sueur. Le lin évacuait cette humidité, gardant la peau sèche là où la laine serait devenue moite. La couche isolante intermédiaire révélait le véritable génie, plusieurs vêtements en laine. La laine mérite d'être reconnue comme peut-être le textile le plus important pour la survie hivernale en Europe du Nord. Les fibres de laine ont une structure naturellement frisée qui emprisonne l'air dans d'innombrables poches microscopiques à travers le tissu. Cet air emprisonné isole superbement. Même lorsque la laine devient humide, elle conserve une grande partie de sa valeur isolante, contrairement aux textiles à base de fibres végétales qui deviennent inutiles lorsqu'ils sont mouillés. De plus, les gens du Moyen Âge ont découvert que laisser la lanoline, les huiles naturelles de la toison de mouton, dans la laine pendant le traitement créait une résistance naturelle à l'eau. Le traitement de la laine était laborieux, impliquant la tonte des moutons au début de l'été, le nettoyage de la toison, le filage des fibres en fil et le tissage du fil en tissu. Chaque ménage s'adonnait à ce travail, en particulier les femmes pendant les mois d'hiver. La tenue d'hiver typique d'un paysan médiéval se composait de plusieurs couches de laine. Les hommes portaient des tuniques jusqu'aux genoux, par-dessus des chemises en lin,
avec de la laine plus épaisse pour l'hiver. À l'extérieur, une protection supplémentaire provenait de capes ou de manteaux à manches longues. Les femmes portaient des chemises en lin sous des robes en laine, avec plusieurs jupons ajoutant de l'isolation. Les deux sexes portaient des chausses épaisses, des mitaines, des écharpes de laine et des capuchons. Même la fourrure faisait son apparition dans les vêtements paysans, des peaux de lapin et d'agneau pour la doublure. Ces fourrures n'étaient pas particulièrement belles, mais elles ajoutaient une autre couche isolante. La peau de mouton, avec la laine encore attachée, faisait d'excellentes doublures de bottes et de vestes. Le travail d'hiver à l'intérieur qui maintenait les ménages productifs pendant les saisons plus calmes mérite l'attention. Le filage et le tissage devinrent les principales activités hivernales pour les femmes, profitant du temps libéré du travail agricole. De la tonte des moutons aux vêtements finis, cela pouvait facilement nécessiter 100 heures de travail. Un investissement stupéfiant qui rendait les vêtements véritablement précieux, d'une manière que les gens modernes ont du mal à apprécier. La réparation et l'entretien des outils constituaient une autre activité hivernale essentielle. Les outils agricoles subissaient des dommages lors d'une utilisation intensive tout au long de la saison de croissance. L'hiver offrait le temps de réparer les manches cassées, d'aiguiser les lames et de tout préparer pour le printemps à venir. Les paysans médiévaux ne pouvaient pas simplement commander des pièces de rechange, ils réparaient leurs outils ou s'en passaient. Le travail à la grange créait une autre dimension de la productivité hivernale. La pratique agricole médiévale consistait à stocker le grain sur la tige plutôt que de le battre immédiatement après la récolte. La raison principale était pratique. Le battage et le vannage étaient des activités intérieures idéales par mauvais temps. En hiver, les travailleurs amenaient des gerbes dans les granges où ils battaient les tiges avec des fléaux, séparant le grain de la paille. Remarquablement, l'hiver incluait également de véritables semailles. De décembre jusqu'à Noël, les paysans en Angleterre plantaient généralement des cultures d'hiver dans les champs qui avaient été en jachère. Les cultures d'hiver les plus courantes étaient le blé ou l'orge, semés avec un calendrier précis. Les graines devaient germer avant l'arrivée du grand froid, établissant des systèmes racinaires qui survivraient au gel. Au printemps, ces cultures semées en hiver commenceraient à pousser immédiatement, permettant une récolte plus précoce. Les enfants participaient au travail d'hiver selon leur âge et leur capacité. Même les très jeunes enfants pouvaient se ramasser de petites brindilles pour le petit bois. Les enfants plus âgés apprenaient les compétences textiles de leur mère ou la réparation d'outils de leur père, acquérant les connaissances dont ils auraient besoin pour établir leur propre foyer. Le calendrier du travail d'hiver révèle la productivité incessante de la vie médiévale. L'hiver médiéval était simplement un changement de type de travail plutôt que des vacances. Le travail se déplaçait à l'intérieur et changeait de nature, mais il ne s'arrêtait jamais. Pourtant, ce travail constant a un coût psychologique inévitable. Comment les communautés médiévales maintenaient-elles le moral pendant les mois sombres et froids? Le ralentissement du calendrier agricole pendant l'hiver créait une opportunité inattendue, du temps pour les rassemblements sociaux, les divertissements et les célébrations. Ce n'était pas une distraction frivole, c'était une stratégie de survie psychologique essentielle, aussi importante que la conservation des aliments ou un chauffage adéquat. La narration est peut-être devenue le divertissement le plus important pendant les longues soirées d'hiver. Alors que les familles se rassemblaient autour du foyer central, souvent plusieurs familles se rendant visite à tour de rôle, la tradition orale s'épanouissait. Des artistes professionnels comme les bardes et les troubadours voyageaient même en hiver, se déplaçant entre les villages et les manoirs, récitant des contes épiques, des légendes et des histoires héroïques qui transportaient les auditeurs au-delà de leur petite maison froide. Ce n'étaient pas de simples histoires, mais des performances élaborées, affinées par des années de pratique, complétées par des voix dramatiques, des gestes et parfois un accompagnement musical. Les histoires elles-mêmes remplissaient de multiples fonctions au-delà du divertissement. Elles préservaient l'histoire et les valeurs culturelles, enseignant aux jeunes générations l'identité de leur peuple, ses héros et son cadre moral. Elles fournissaient des repères culturels partagés qui unissaient les communautés. Tout le monde connaissait les mêmes légendes, créant un terrain d'entente pour la discussion et la référence. Et, de manière cruciale, elles offraient une évasion psychologique. Pendant quelques heures, les paysans blottis dans des huttes enfumées pouvaient s'imaginer dans des paysages héroïques, suivant de nobles chevaliers et des figures légendaires à travers des aventures bien éloignées de la réalité écrasante de la survie médiévale. Même sans artistes professionnels, les familles racontaient leurs propres histoires, légendes locales, histoires de famille,
contes de mise en garde et humour transmis de génération en génération. L'auditoire commun autour du feu créait un espace de performance où même les gens ordinaires pouvaient se divertir les uns les autres, tissant des liens et passant le temps pendant les interminables heures sombres de l'hiver. Les gens modernes, habitués au divertissement individuel par les écrans et les livres, pourraient avoir du mal à comprendre le pouvoir de la narration communautaire. Mais pour les familles médiévales, c'était la principale méthode de divertissement et de transmission culturelle. Les jeux offraient une autre dimension de divertissement hivernal. Là où ils étaient disponibles et abordables, les échecs et le backgammon offraient une stimulation mentale pendant les longues heures sombres. Ces jeux, avec leur complexité stratégique, pouvaient occuper des heures tout en procurant la satisfaction du développement des compétences et de la compétition. Pour les paysans plus pauvres, incapables de s'offrir des jeux plus simples utilisant des objets trouvés, pierres, bâtons, pièces sculptées, offraient des avantages similaires. Les jeux de dés étaient courants, avec des enjeux allant de petites quantités de nourriture à des promesses de travail futur. Ces jeux étaient véritablement importants pour la santé mentale, fournissant une activité qui engageait l'esprit pendant les périodes où le travail extérieur était impossible et où la monotonie des tâches intérieures devenait oppressante. Mais la véritable pièce maîtresse de la vie sociale hivernale médiévale était Noël. Le Noël médiéval était une célébration massive, élaborée, de 12 jours appelée le temps de Noël, qui dominait la partie la plus sombre de l'hiver. L'Avent commençait 40 jours avant Noël, le 11 novembre. Au Moyen-Âge central, Noël était devenu la célébration religieuse la plus importante de toute l'Europe. Le moment était parfait d'un point de vue pratique. Le travail agricole avait ralenti. La nourriture conservée pendant l'automne était encore relativement abondante. Le solstice d'hiver revêtait une signification psychologique, et les seigneurs riches accordaient aux fermiers tenanciers au moins 12 jours de congé de leurs obligations de travail, une rare période de liberté prolongée. La célébration chrétienne a incorporé et christianisé des traditions païennes beaucoup plus anciennes. La fête romaine des Saturnales, les traditions scandinaves de Yule et diverses fêtes païennes centrées sur le solstice d'hiver y ont contribué. Le 25 décembre n'était presque certainement pas la date de naissance réelle de Jésus. Les chercheurs pensent qu'elle aurait été choisie spécifiquement pour s'aligner sur les fêtes du solstice d'hiver existantes. Les traditions de Yule restaient visibles tout au long des célébrations de Noël médiévales. La bûche de Yule en est l'exemple le plus célèbre, une bûche massive, souvent apportée en cérémonie depuis la forêt. À l'époque pré-chrétienne, les druides bénissaient ces bûches lors des cérémonies païennes du solstice d'hiver, les maintenant allumées pendant 12 jours. À mesure que le christianisme se répandait, la tradition fut christianisée, les prêtres bénissant désormais les bûches dans le cadre de la célébration de Noël, maintenant la pratique de les brûler en continu pendant les 12 jours complets. Il ne s'agissait pas d'une petite bûche de cheminée, mais d'un tronc d'arbre substantiel qui nécessitait plusieurs personnes pour le déplacer, sa taille étant délibérément choisie pour brûler pendant toute la célébration. Diverses cultures à travers l'Europe médiévale ont maintenu cette tradition, comprenant à la fois sa valeur pratique, 12 jours de chaleur fiable, et sa signification symbolique reliant la célébration présente aux anciens rituels d'hiver. Pour les paysans, Noël signifiait festoyer dans une mesure impossible en temps normal. On attendait des seigneurs riches qu'ils servent des repas de fête à leurs fermiers tenanciers, une obligation sociale qui renforçait les liens hiérarchiques tout en apportant un réel bénéfice matériel aux familles pauvres. Les aliments variaient selon la région et la classe sociale. L'oie était la plus populaire parmi les paysans, plus abordable que d'autres options et abondamment disponible. La noblesse consommait du gibier de ses réserves de chasse, renforçant les distinctions de statut par un accès exclusif au gibier. Les tourtes à la viande hachée, à l'origine très différente des versions modernes, étaient rectangulaires et contenaient de la viande émincée mélangée à des épices et des fruits, leur forme étant censée représenter la crèche de Jésus. La tourte aux abats, littéralement une tourte faite d'abats et de morceaux de viande non désirés, était consommée par les pauvres, nous donnant l'expression moderne « manger son chapeau ». La célébration comprenait des coutumes sociales distinctives qui défiaient les structures hiérarchiques normales. Le mumming, particulièrement populaire dans les villages anglais, impliquait des gens se déguisant avec des masques d'animaux ou se travestissant en sexe opposé, puis, allant de porte en porte, chanter des chansons folkloriques et raconter des blagues. Cette inversion temporaire des règles sociales normales, hommes habillés en femmes,
roturiers se produisant pour la noblesse, masques dissimulant l'identité, permettait une libération contrôlée des tensions sociales, tout en divertissant les communautés. Le wassailing impliquait des paysans pauvres voyageant de porte en porte avec un bol de wassail, un récipient à boire commun rempli d'algues épicées chaudes, chantant des chansons et recevant l'hospitalité. Cette tradition a finalement évolué pour devenir les chants de Noël modernes, bien que dépouillés de ses dimensions de classe sociale originale, où les ménages riches étaient censés fournir boissons et nourriture aux wassailers. Le Boxing Day trouve ses origines dans les pratiques médiévales, où les seigneurs riches donnaient de l'argent aux familles pauvres, les dons de charité étant encouragés le jour de la Saint-Étienne, le 26 décembre. L'argent était parfois placé dans des récipients en argile creux, qu'il fallait casser pour accéder aux pièces. Au-delà de Noël spécifiquement, l'hiver favorisait des évolutions naturelles vers des rassemblements communautaires en intérieur. Les communautés organisaient des festins lorsque les ressources le permettaient, des festivals liés aux jours de divers saints et des jours de marché qui rassemblaient les villages. Ces rassemblements renforçaient le moral de la société par l'expérience partagée, rappelant aux familles isolées qu'elles faisaient partie de communautés plus larges confrontées à des défis communs. Les rassemblements sociaux et les célébrations n'étaient pas séparés des stratégies de survie, ils en faisaient partie intégrante. Une communauté qui maintenait des liens solides coopérait plus efficacement dans le travail de conservation et le soutien mutuel qui déterminait la survie. Les festivals offraient des moments lumineux à anticiper, divisant la monotonie de l'hiver en segments gérables. Pourtant, nous devons reconnaître que malgré toutes ces ingénieuses stratégies de survie, l'hiver médiéval tuait encore des gens. Les mêmes maisons hermétiquement closes qui retenaient la chaleur précieuse piégeaient également la fumée, l'humidité et les maladies. Les maladies respiratoires étaient des ennemis constants tout au long de l'hiver médiéval, et les conditions de vie conçues pour la survie thermique créaient des environnements parfaits pour la pneumonie et la bronchite. L'air humide et frais à l'intérieur des maisons, plus chaud qu'à l'extérieur mais loin d'être confortable, combiné à la fumée des foyers centraux, irritait les voies respiratoires et endommageait les tissus pulmonaires. La toux chronique était si courante chez les paysans qu'elle méritait à peine d'être mentionnée dans les sources historiques, acceptée comme une réalité de fond inévitable comme la faim ou le froid. Les maisons mal ventilées que les gens modernes trouveraient suffocantes n'étaient pas des défauts de conception, mais des compromis nécessaires. Chaque ouverture qui permettait à la fumée de s'échapper laissait également la chaleur s'échapper. Les familles médiévales choisissaient de tolérer la fumée plutôt que de geler, comprenant le compromis même si elles ne pouvaient pas l'articuler en termes médicaux modernes. Les feux de foyer en pierre qui fournissaient une chaleur minimale généraient un maximum de fumée, et les trous dans le toit conçus pour l'évacuer échouaient souvent par temps venteux, provoquant le remplissage des espaces de vie par la fumée jusqu'à ce que les yeux larmoient et que la respiration devienne laborieuse. Au fil des ans et des décennies, cette exposition constante causait des dommages respiratoires chroniques qui affaiblissaient la résistance aux maladies aiguës. La grippe se propageait avec une efficacité dévastatrice dans les communautés contraintes de se rassembler à l'intérieur pendant l'hiver. Le virus, que la science moderne comprend comme étant très contagieux, trouvait des conditions de transmission idéales dans les pratiques hivernales médiévales. Les dispositions de couchage communes signifiaient qu'une seule personne infectée pouvait transmettre la maladie à une demi-douzaine de membres de sa famille en une nuit. Les services religieux et les rassemblements festifs réunissaient des villages entiers dans des espaces clos où la toux et la respiration faisaient circuler les virus librement. Les gens du Moyen Âge l'appelaient la suette ou simplement la fièvre d'hiver, éprouvant ses symptômes, fièvre, courbature, épuisement, détresse respiratoire, sans en comprendre la cause sous-jacente ni avoir de traitements efficaces. D'autres affections hivernales courantes comprenaient la dysenterie, appelée le flux dans les sources contemporaines, qui restait prévalente même pendant les mois froids en raison de sources d'eau contaminées et d'un assainissement inadéquat. La tuberculose, cette ancienne tueuse, trouvait un terrain fertile dans des populations malnutries et affaiblies vivant dans des conditions de surpeuplement. L'arthrite, bien que n'étant pas spécifiquement une maladie hivernale, devenait beaucoup plus douloureuse pendant les mois froids et humides, réduisant la mobilité et la capacité de travail. Étonnamment, le paludisme est resté une cause importante de maladies et de décès dans certaines parties de l'Angleterre de 1564 jusqu'aux années 1730, oui, pendant le petit âge glaciaire,
parce que certaines espèces de moustiques se sont adaptées à des conditions plus fraîches et que les sources d'eau stagnantes fournissaient des lieux de reproduction même à la fin de l'hiver et au début du printemps. La menace omniprésente de l'hypothermie planait malgré toutes les stratégies de survie. La dure réalité était que les foyers en pierre, ne retenant que 15% de la chaleur du feu, ne pouvaient tout simplement pas maintenir des températures sûres pendant les temps les plus froids. Lorsque les températures extérieures chutaient en dessous de zéro et y restaient pendant des jours, les températures intérieures pouvaient à peine atteindre 40 degrés Fahrenheit, même avec un feu continu. Pour les populations vulnérables, les personnes âgées avec une production de chaleur métabolique réduite, les très jeunes avec moins de masse corporelle et les personnes déjà malades, ce n'était pas survivable. Les archives historiques contiennent de nombreux récits de personnes retrouvées mortes de froid dans leur maison, le feu s'étant éteint pendant la nuit, ou un combustible inadéquat n'ayant pas réussi à maintenir une chaleur vitale. La grande famine de 1315 à 1317 démontre comment le climat et l'échec agricole pouvaient créer une catastrophe en cascade. Des conditions météorologiques sévères ont apporté des pluies torrentielles qui ont détruit les récoltes, suivies d'un froid hivernal brutal. La combinaison de la malnutrition et du froid s'est avérée mortelle à des échelles stupéfiantes. Environ 10% de la population européenne est morte en 3 ans. La malnutrition affaiblissait les systèmes immunitaires, rendant chaque maladie hivernale plus mortelle. Les hivers médiévaux amenaient inévitablement la période de famine, la fin de l'hiver et le début du printemps, lorsque la nourriture conservée s'épuisait, que la nourriture fraîche était encore à des semaines, et que les familles survivaient avec des rations considérablement réduites. C'est à ce moment-là que les taux de mortalité grimpaient en flèche. Les disparités de classe dans la survie hivernale étaient frappantes et brutales. Les nobles riches vivaient dans des bâtiments en pierre avec plusieurs cheminées, des réserves de combustible abondantes, des stocks de nourriture variés et un accès à des soins médicaux limités. Pour les paysans, la mortalité hivernale était si courante qu'elle n'était souvent pas enregistrée. Les enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, étaient particulièrement vulnérables. La médecine médiévale offrait peu d'aide efficace. Sans compréhension de la théorie des germes, les traitements étaient basés sur la théorie des humeurs et la sagesse populaire. Certains remèdes à base de plantes apportaient un soulagement réel, mais la plupart des traitements étaient inutiles ou activement nocifs. Pour la plupart des familles médiévales, la maladie signifiait souffrir des symptômes en espérant une guérison naturelle. Pourtant, beaucoup ont survécu. Les stratégies que nous avons examinées ont fonctionné assez souvent pour soutenir les populations et transmettre les connaissances aux générations suivantes. Ceux qui ont survécu sont ceux qui se sont préparés de manière exhaustive. Le savoir accumulé de génération en génération s'est avéré essentiel. Les familles ont appris par une expérience amère exactement la quantité de bois de chauffage dont leur ménage avait besoin, quels aliments se conservaient le mieux et d'innombrables autres leçons subtiles. Comprendre à la fois les succès et les échecs de la survie hivernale médiévale révèle des vérités importantes sur la nature humaine, l'adaptabilité et les coûts de la vie prémoderne. La survie hivernale médiévale n'était pas une seule technique astucieuse, mais plutôt un système complet et intégré où chaque élément renforçait les autres. La construction en torchis avec un emplacement souterrain et une toiture en chaume créaient des maisons qui retenaient la chaleur. Les foyers centraux brûlant de la tourbe ou du bois de chauffage, complétés par la chaleur corporelle du bétail et le couchage commun, généraient et conservaient la chaleur. Le salage, le fumage, la conservation au vinaigre et le stockage souterrain préservaient l'abondance de l'été. Les couches de laine, avec une isolation stratégique, protégeaient contre le froid extérieur. Le filage, le tissage et le travail à la grange maintenaient les ménages productifs. Et les festivals communautaires et les liens sociaux maintenaient le moral. Chaque élément seul était insuffisant. Ensemble, ils créaient des marges de survie séparant la vie de la mort. Ce qui émerge est une image radicalement différente de l'idée fausse commune de personnes médiévales impuissantes. Au lieu de cela, nous trouvons une compréhension sophistiquée des principes naturels, une résolution de problèmes créative avec les matériaux disponibles et des structures sociales qui ont permis la survie par la coopération. Les familles médiévales comprenaient que la survie était une question de préparation, de connaissance et de communauté. Elles ne luttaient pas tant contre l'hiver qu'elles travaillaient dans ses contraintes, utilisant des systèmes passifs et des ressources renouvelables, d'une manière que la société industrielle moderne a largement oubliée.
En regardant en arrière d'un point de vue moderne dans nos maisons climatisées, plusieurs réflexions émergent. Nous avons acquis d'énormes avantages: chauffage fiable, réfrigération, soins médicaux et sécurité alimentaire. Ces avancées représentent un véritable progrès humain. Pourtant, nous avons aussi perdu beaucoup de ce que les gens du Moyen Âge comprenaient instinctivement. Nous avons perdu les rythmes saisonniers profonds qui reliaient la vie humaine au cycle naturel. Nous avons perdu la coopération communautaire qui a transformé la survie d'une lutte individuelle en une responsabilité partagée. Nous avons perdu les connaissances traditionnelles sur la façon de travailler avec la nature. Les leçons pour notre époque actuelle sont étonnamment pertinentes. Alors que nous sommes confrontés à des défis énergétiques et au changement climatique, les stratégies médiévales de chauffage passif, d'isolation naturelle et de matériaux locaux offrent des perspectives qui méritent d'être reconsidérées. La redécouverte moderne de la construction souterraine, de l'isolation en fibres naturelles et de la conception solaire passive implique souvent de réinventer des techniques que les constructeurs médiévaux comprenaient. L'accent mis par le Moyen Âge sur la résilience communautaire par le soutien mutuel offre un contrepoint à l'individualisme moderne. Les parallèles avec les préoccupations actuelles sont frappants. Les gens du Moyen Âge étaient confrontés à une pénurie de combustible, tourbières épuisées, forêts défrichées, bois de chauffage de plus en plus cher, forçant l'adaptation aux contraintes des ressources. Nous sommes confrontés à des défis similaires avec les combustibles fossiles. Les communautés médiévales ont survécu grâce à la coopération, au partage des connaissances et au sacrifice du confort individuel pour la survie collective. Le changement climatique exigera probablement des adaptations sociales similaires. Plus fondamentalement, la survie hivernale médiévale démontre l'adaptabilité et l'ingéniosité humaine sous une pression extrême. Confrontées à un changement climatique qui rendait la survie véritablement incertaine, les communautés médiévales ont développé des stratégies de réponse complètes qui ont soutenu les populations pendant des siècles. Elles n'avaient pas la possibilité de déménager ou d'abandonner leur maison. Elles devaient s'adapter ou mourir. Grâce à des générations d'expériences accumulées, elles ont développé des solutions qui ont suffisamment bien fonctionné pour soutenir la civilisation à travers le petit âge glaciaire. Nous devrions aborder l'histoire médiévale avec humilité et respect. Nos ancêtres n'étaient pas des victimes primitives de leurs circonstances, mais des personnes compétentes et intelligentes, résolvant les défis que leur environnement présentait. Leur ingéniosité a permis notre existence. Nous descendons des survivants, ceux qui ont appris et appliqué les leçons de la survie hivernale assez efficacement pour se reproduire et transmettre leurs connaissances. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la survie hivernale médiévale. J'espère que vous avez acquis non seulement des connaissances factuelles sur les techniques de construction, les méthodes de chauffage et la conservation des aliments, mais aussi une appréciation pour l'ingéniosité et la résilience remarquables de nos ancêtres. Leur stratégie révèle que les êtres humains, même avec une technologie primitive, peuvent s'adapter à des défis extraordinaires grâce à la connaissance, la coopération et la résolution créative de problèmes. Si vous avez apprécié ce voyage dans la manière dont les familles médiévales survivaient au siège mortel de l'hiver dans d'humbles huttes, je serais heureux que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par l'histoire et l'adaptabilité humaine. Abonnez-vous pour explorer d'autres savoirs oubliés de l'histoire qui restent étonnamment pertinents aujourd'hui. D'ici la prochaine fois, restez au chaud, appréciez votre système de chauffage et souvenez-vous des personnes remarquables qui ont survécu sans lui.